Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de recevoir l'immense artiste, l'immense comédien, l'immense cinéaste Pierre Arditi. Pierre Arditi, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu et merci de me recevoir. Et je vous remercie, moi, d'être venu jusqu'ici. Merci infiniment. Je voudrais commencer par une citation Oui, de Nietzsche, du philosophe Nietzsche, qui se présente de la manière suivante. Tu dois devenir l'homme que tu es, fais ce que toi seul peux faire, deviens sans cesse celui que tu es, sois le maître et le sculpteur de toi-même. Et vous, Pierre Arditi, ah ben, qui êtes-vous? qui je suis, si je pouvais vous répondre, on ne serait pas ensemble. Je ne sais pas qui je suis, vraiment. Je cours derrière le fameux homme dont parle Nietzsche, qui serait moi, dans une vision idéale. Ça fait quand même 78 ans que je cours derrière. De temps en temps, j'arrive à sa hauteur. Je le regarde, il me regarde, il fait un petit sourire, un clin d'œil, et puis il refile, il faut que je recommence à courir derrière lui. Devenir soi, c'est très compliqué, hein. C'est un travail sans fin. Je crois qu'on n'arrive jamais à toucher intégralement ce qu'on est ou ce qu'on voudrait être, ce qui d'ailleurs n'est pas la même chose. Mais ça fait partie de la construction de sa propre vie. Je suis très attaché à cette recherche, contrairement à ce que j'entends parfois quand on me parle d'un homme déconstruit. Ça, je sors les griffes et je suis évidemment hystérique. L'homme ne doit pas être déconstruit, au contraire, il doit se construire. C'est absolument l'inverse. Et quand on entend déconstruire probablement un certain nombre de tics que l'homme porte en lui depuis toujours, hein, avec des visions un peu machistes de la femme, par exemple, eh bien, il ne faut pas le déconstruire. Il faut au contraire construire et mettre de côté ce qui est une scorie qui n'est pas digne de lui. Donc ça n'a rien à voir. L'homme est en construction permanente quand il veut être un homme. S'il veut être un lâche avec lui-même, effectivement, il est dans le déni, il fait fi de ce qui apparemment devrait être amélioré. C'est son problème, ça le regarde. Moi, je ne suis pas dans le déni, je ne l'ai jamais été. Mais c'est une quête sans fin. Alors elle est parfois heureuse d'ailleurs, parfois moins heureuse, plus douloureuse. Quand on avance dans le temps, c'est-à-dire quand on vieillit, on a toujours tendance à regarder ce qu'on a été, et ce qu'on est, et ce qu'on pourrait encore être. Alors, à partir d'un certain âge, c'est quand même plus compliqué de bouger des choses. C'est plus facile à 20, 30, 40, voire même 50 ans. Après de 80, ça devient plus compliqué, mais c'est pas grave. Il y a des acquis, il y a des choses. Ça fait partie de l'aventure de l'existence. Donc, je suis d'accord avec Nietzsche là-dessus. L'homme doit se construire, il doit sans cesse chercher à être lui, mais c'est une quête, encore une fois, difficile, douloureuse et parfois délicieuse. Il y a un peu de tout dans tout ça. C'est ça, exactement. Et Pierre, quelle est votre plus belle qualité pour vous-même et non pas pour comment les autres vous voient? Écoutez, la seule qualité que je me reconnaisse, mais on va retomber dans la même, question, c'est de ne pas être dupe de moi-même. C'est-à-dire que je pense que la virilité, ça commence par ne pas être dupe de soi-même, c'est-à-dire se regarder en face, ne pas avoir forcément peur de ce qu'on est ou de ce qu'on n'est pas encore, et de n'avoir aucune complaisance vis-à-vis de soi-même. Ça prend du temps, hein. Puis il y a des moments où on se réfugie dans une sorte de complaisance qui vous rassure. Bon, voilà. Mais voilà, la seule qualité que je me reconnaisse, c'est celle-là. C'est que je suis assez impitoyable avec moi-même, donc je suis exigeant avec ceux qui partagent ma vie ou mes amis, comme ça, voilà, parce que je suis avec moi-même, donc voilà, c'est un partage, c'est comme ça. Voilà. Ne pas être dupe de soi-même, c'est ça la virilité, c'est pas le coefficient de dilatation de la petite quéquette. Pierre Arditi, vous êtes un grand comédien, un grand acteur. Vous venez de jouer dans un des derniers films, là, sorti il y a quelques jours, Maestro. Quelle est la différence que vous faites entre l'acteur et le comédien? Et quelle définition Écoutez, donnez-vous ça, des deux? c'est
bon, c'est broutilles, billevesées, mais il y a des gens qui font la différence entre un acteur et un comédien. L'acteur serait quelqu'un qui se mettrait lui-même en avant aux dépens de ce qu'il incarne. Le comédien est quelqu'un qui s'oublie soi pour être au service du personnage, de la pièce, du texte. Voilà, en réalité, tout ça est idiot. Ça ne veut strictement rien dire. Moi, personnellement, je préfère le mot acteur, parce que dans le mot acteur, il y a le mot acte, c'est-à-dire qu'on agit, et effectivement, quand on incarne, on agit. Mais il y a d'autres gens qui préféreront comédien, peu importe, la finalité est la même, la finalité est la même. On raconte une histoire dans laquelle on incarne un personnage quelconque. Moi je ne crois pas au dédoublement de l'acteur, ou du comédien, pour ça comme vous voulez. Je pense qu'on passe sa vie à jouer des petits morceaux de soi, qu'on met au service d'un autre, dont apparemment on ignorerait tout, qui en réalité est un cousin germain, bien entendu. C'est ça le travail de l'acteur ou du comédien, appelez ça comme vous voulez. Moi, je pense que je suis un acteur, voilà, c'est tout. Mais il y a des comédiens, des grands, qu'on dit vous êtes un grand. On dit pas, oui, on peut dire qu'on est un grand acteur, on dit surtout qu'on est un grand comédien. Voilà, c'est comme ça. Dans la terminologie normale. Moi, ça m'est égal. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait à l'intérieur de ce qu'on est, c'est-à-dire acteur ou comédien. Est-ce qu'on est capable d'incarner cet autre qui n'est qu'une partie de soi? Ça, je le redis, j'en suis absolument certain. Moi, je suis un acteur stanislavskien, c'est-à-dire j'ai été biberonné à l'enseignement de Constantin Stanislavski, qui était le metteur en scène de Tchekhov, et qui a été un précurseur de l'acteur studio, c'est-à-dire use it, sers-toi de toi pour être cet autre qu'apparemment tu ignores, et évidemment tu n'ignores pas, puisque quand on est véritablement un vrai acteur ou un vrai comédien, on est infréquentable. Pourquoi on est infréquentable? Eh bien parce qu'on est payé, parfois pas mal d'ailleurs, pour aller chercher à l'intérieur de soi-même et de ses propres marécages, les marécages d'un autre. Donc on tripatouille là des choses que la majorité de mes congénères s'ingénient à enfouir parce qu'ils ne veulent pas savoir qu'ils les contiennent. Moi, je fais le contraire. Bon, voilà. Donc c'est cet enseignement-là que je pratique depuis très longtemps maintenant. Et je ne m'oublie jamais, mais ce n'est pas parce que je ne m'oublie pas que je ne suis pas capable de mettre le personnage devant ma propre personnalité. Au contraire. C'est le contraire. Je vais chercher les vérités de ce personnage à l'intérieur de mes propres vérités, et quelquefois des vérités non dites parce qu'elles sont inavouables. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce sont le contenu de certaines de mes questions, mais Louis Jouvet, lui, fait la distinction entre comédien et acteur. Et alors que rappelez-le-moi, alors ça m'intéresse. Alors ça, il dit que l'acteur ne peut jouer que certains rôles, il déforme les autres selon sa personnalité. Le comédien, quant à lui, peut jouer tous les rôles. L'acteur habite un personnage, le comédien est habité par lui. Oui, c'est très beau, comme toujours, comme tout ce que dit Jouvet. J'ai une admiration définitive pour cet homme-là. Je ne le crois pas, mais c'est personnel, hein, chacun est là. Je ne crois pas, a fortiori dans la mesure où quand on regarde Jouvet jouer, on voit Jouvet. On voit d'abord Jouvet. On ne voit pas forcément tout de suite le personnage. Parce que contrairement à ce que Jouvet dit, Jouvet est un acteur et pas un comédien. Et je comprends d'ailleurs, parce que jeune, il a été, pas aimé par ceux qui... On lui disait, mais avec ta gueule, truc comme ça, jamais tu feras carrière. Comme ça. Bon, grâce à Dieu, ils se sont trompés. Et Jouvet a remporté une victoire éclatante là-dessus. Mais cette victoire éclatante, il l'a remportée à la force de ce qu'il était lui-même. Il n'a jamais renié ce qu'il était lui-même, ni son physique, ni son phrasé, comme ça. Bon. Donc après, il l'a asséné avec tout le talent du monde. Et par conséquent, je veux dire qu'il ne s'est jamais effacé derrière le rôle. Et il a bien fait d'ailleurs, parce que ce n'était pas utile. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'encore une fois, il incarne. Et Jouvet incarne plus que tous les autres acteurs au monde. C'est pas le problème. Elle est très jolie, sa phrase. Hein. Elle est magnifique. Pour avoir beaucoup pratiqué, n'étant pas Louis Jouvet, mais pour avoir quand même beaucoup pratiqué mon métier depuis presque 60 ans maintenant, je m'inscris en faux sur cette...
théorie qui n'est pas, qui a, pour moi, n'est pas juste. Oui, c'est intéressant parce que il a cette expression habiter un rôle. Pierre Arditi, Habiter un rôle, oui, habiter un rôle. ça veut tout de même dire habiter chez quelqu'un. Pour habiter chez quelqu'un ou à l'intérieur de quelqu'un, il faut déjà aller chercher à l'intérieur de soi-même comment on va l'habiller. Et si on va chercher ça ailleurs, pour ressembler à telle chose ou telle chose ou telle chose, on fabrique du carton-pâte. Oui. Voilà. Donc, encore une fois, sans le savoir, Louis Jouvet est d'accord avec moi. Ben, vous voyez, c'est formidable. Mais alors, ma question est la suivante. Comment habiter un rôle sans se trahir soi-même? Parce que finalement, on va transcrire, on va jouer un personnage. On n'a pas à se trahir soi-même. À partir du moment où on accepte d'incarner un personnage, on devient l'avocat de ce personnage. Donc d'abord déjà, il faut commencer par ne pas le juger. Il faut au contraire le défendre, becs et ongles, y compris quand c'est une crapule. D'ailleurs, c'est les meilleurs rôles. Alors, parce que le chevalier blanc qui lave plus blanc que le blanc, ça n'a aucun intérêt. Hein. Bon, c'est pas aucun intérêt. Si on est un vrai jeune premier, on doit penser que ça doit être pas mal d'être comme ça, parce qu'après on plaira aux jeunes filles, c'est pas impossible, mais enfin ça n'a pas grand intérêt. Donc les personnages les plus intéressants, c'est quoi? C'est les personnages qui ont des failles. Les lâches, les voyous, les bandits, les gangsters, les malfrats, ou quelquefois d'ailleurs, qui ont cette apparence, et quand on gratte un peu, on découvre qu'il y a derrière quelque chose de plus attachant. Bon, voilà. C'est ça qui compte. Voilà. Alors, se trahir soi-même, c'est accepter un personnage et ne pas avoir le courage, le cran de l'incarner jusqu'au bout. C'est ça, se trahir. C'est-à-dire qu'on trahit son métier, donc on se trahit soi-même si on a choisi ce métier-là. L'acteur est un menteur professionnel. C'est un menteur professionnel. Moi, je passe ma vie à mentir pendant que j'incarne. Je ne suis pas forcément ce que je joue. Mais je peux l'être en partie, comme je vous le disais. Je peux aller chercher chez moi des choses qui sont moins reluisantes pour nourrir un type qui n'est pas reluisant du tout. C'est pas grave. Me trahir moi-même serait de ne pas oser aller jusque-là. Ce serait ça, me trahir. Ah, c'est ça. Mais alors, quelle est selon vous, la première fonction ou le premier but d'un acteur à travers ce qu'il fait? Vous savez, un metteur en scène américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Frank Capra, disait, boutade, il disait que si vous avez un message à faire passer, adressez-vous à la poste. Voilà. Bon, bien, je suis totalement partisan de ce raisonnement-là. Il n'y a pas d'autre mission pour un acteur, et la première étant la plus importante, c'est d'avoir le courage, encore une fois, de devenir l'avocat du personnage qu'on vous propose, de ne pas le trahir, c'est-à-dire de ne pas se trahir soi-même. C'est exactement ce qu'on vient de se dire. Bon, la première mission de l'acteur, c'est de raconter l'histoire le plus honnêtement possible, le plus originalement possible, ne pas ressembler à ce que d'autres auraient fait dans le rôle. Non, c'est vous qui l'avez, donc c'est à vous d'incarner, de défendre cette image que vous avez choisi d'épauler, d'endosser, le costume que vous avez choisi d'endosser. La première mission de l'acteur, c'est de raconter une histoire. C'est un conteur, un acteur. C'est quelqu'un qui raconte une histoire aux enfants qui sont en face de lui, c'est-à-dire aux adultes qui sont en face de lui, et qui sont parfois de vieux enfants. Oui, c'est ça. Pierre Arditi, quand vous jouez, soit là, au théâtre ou au cinéma, mais enfin c'est la même chose, vous êtes un acteur. Ça n'est pas la même chose, hein, mais la finalité est la même. On raconte une histoire. Le moyen n'est pas le même. Quelle est la force du silence dans votre jeu d'acteur? Il faut très longtemps pour comprendre ça. Très longtemps. C'est pas parce qu'on se tait qu'on n'a rien à dire. On parle quand il n'y a plus moyen de faire autrement. Bon, voilà. Mais le silence, savoir nourrir un silence, c'est une des vertus fondamentales d'un acteur. Il y a des gens qui ne savent jamais le faire, qui ne savent pas le faire. Alors que... Parce qu'il fait peur, le silence ou... Parce que certains ont l'impression que, comme ils se taisent, il n'y a rien à jouer. Mais c'est idiot, évidemment. Il y a des silences qui sont éloquents, plus éloquents que n'importe quelle parole d'une banalité confondante. C'est très, très, très... C'est majeur, savoir se taire. Savoir se taire, ça ne veut pas dire ne pas savoir parler. Au contraire. On parle en se taisant. C'est autre chose. On parle avec ses yeux, on parle avec son corps, ou on parle même en ayant l'air de ne rien faire, et pourtant, face à des paroles qui vous sont proférées, votre manière de regarder en silence et de vivre en silence ce qu'on vient de vous annoncer, ou ce qu'on vient de vous balancer à la tronche,
Ça, c'est l'art suprême. Mais il faut un temps fou pour comprendre ça. On ne peut pas faire ça à 20 ans. Et que répondez-vous alors à Christine Scott-Thomas, Oui. qui souligne un grand rôle repose sur l'espace qu'a le comédien pour l'habiter. Souvent, on crée des rôles qui sont surécrits avec trop de choses. Oui. Alors, Or, pour pouvoir habiter un rôle, il faut des silences, des moments de respiration, ne pas parler tout le temps. oui, bien sûr. Elle a raison. C'est ce que je viens de dire. Elle a raison. C'est ce que vous venez de dire. Elle a raison. Parce que dès qu'on surexplique les choses, il n'y a plus rien à jouer. Ça devient didactique et on s'en fiche. Il faut laisser la vie entrer à l'intérieur de ce qu'on nous demande d'incarner. Et souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, un silence tenu. Mais un silence, c'est pas être muet. Hein. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est pas la même chose. Être muet, c'est une chose, mais on n'incarne rien. Un silence habité, comme on dit, eh bien, ça remplace toutes les paroles du monde. Et effectivement, il faut l'espace, il faut laisser le temps que celui auquel on a adressé la parole puisse répondre sans ouvrir la bouche. Alors ça a l'air étrange, ça a l'air contradictoire, mais ça ne l'est pas. C'est complémentaire, tout simplement. Elle a tout à fait raison, Scott Thomas. Oui, mais alors est-ce que le fait de faire silence n'est pas le lieu d'une certaine imagination et d'une interprétation des spectateurs ou des... Parce que finalement, quand on voit quelqu'un faire silence, on se demande ce qu'il fait. Non, parce que quand il fait très bien son silence, les gens qui sont en face, comme vous dites, comprennent parfaitement pourquoi il ne parle pas. Mais si vous vous contentez de vous taire sans rien proposer, sans que rien ne se renvoie de l'autre côté, à ce moment-là, effectivement, ça peut s'apparenter même à un trou de mémoire, vous voyez, alors que le silence, c'est une réplique. Se taire, c'est déjà une réplique. Mais il y a une manière de le faire. Alors, c'est très compliqué à expliquer, c'est trop compliqué. Mais c'est absolument fondamental. On vient de parler de l'imagination. Quelle est la place de l'imagination personnelle dans le rôle d'un acteur? C'est capital. Si vous n'avez pas d'imaginaire, vous ne pouvez rien créer. Oui, mais imaginer, se mettre dans la peau d'un personnage, n'est-ce pas, d'une certaine manière, parfois être décalé ou... parce qu'on va, interpréter. Non, mais jouer, interpréter, c'est forcément un parti pris. Oui. On prend un parti pris, qui est celui du personnage, avec l'accord du metteur en scène, ou non d'ailleurs, quelquefois. Bon. Mais on choisit donc une option, quand on incarne un personnage, par rapport à une scène, par rapport à un partenaire, par rapport à une partenaire, on choisit quelque chose. Donc on décide, c'est la phrase de Gide, hein, vivre, c'est choisir. Et choisir, c'est renoncer à tout ce qui reste. Il faut toujours la citer en entier, cette phrase, parce qu'en général, on dit vivre, c'est choisir, choisir, c'est renoncer. Non, c'est pas renoncer. C'est renoncer à tout ce qu'on n'a pas choisi. Donc, quand un acteur décide d'incarner d'une certaine manière, il choisit, il prend cette décision et il laisse de côté tout ce qu'il n'a pas pris. Voilà. Donc, quand il fait ce choix est fait aussi en fonction de la morphologie du personnage, sans doute, mais aussi en fonction de son propre imaginaire, de sa propre imagination. C'est absolument capital. L'imagination, c'est la curiosité. C'est rêver le monde. Je suis là pour ça, moi. Et on me paye pour ça. Quelquefois même très bien. Bon, on me paye pour rêver le monde. Alors, pour rêver le monde, à ma manière, avec celle du metteur en scène, avec celle de mes partenaires, jouer, c'est embrasser le monde. Si on ne sait pas faire ça, il faut rentrer à la maison, il n'y a rien à boire, ça ne sert à rien. Compliqué. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, l'imaginaire est absolument majeur. Moi, il y a des choses, je parlais de Stanislavski, mais j'ai une mémoire aussi. L'imaginaire, c'est aussi une mémoire de ce que j'ai vécu, par exemple, et que je mets au service d'un personnage qui, apparemment, n'est pas moi, mais qui l'est tout de même un peu. Bon, donc, cette mémoire-là, elle me permet de faire, en partie, l'architecture de ce qu'on me demande d'incarner. Voilà. Donc, l'imaginaire, la mémoire de ma propre enfance, par exemple, ou de mon adolescence, ou de l'homme mûr que j'étais, mais moins mûr qu'aujourd'hui, tout ça, ce sont mes matériaux de base. Les acteurs ont des valises dans la vie. Enfin, quand ils sont des vrais acteurs, ils se trimballent avec. Et dans ces valises, il y a la vie, et d'une manière encore plus précise, la leur. Et quand on a besoin de quelque chose, on ouvre la valise et on va chercher
le matériau, l'objet, appelons ça comme vous voulez. Il y a des sentiments dans cette valise. Ils ont pas l'air, ça a l'air d'être vide. Non, c'est plein de sentiments, c'est plein d'émotions, c'est plein de, oui, c'est plein de réminiscences. Oui. Ça sert absolument à fabriquer tout ça. Oui, mais alors quand vous venez de dire vous rêvez le monde, Oui, je le rêve. vous Pour le rêvez, vous réinventer. l'embrassez, vous rêvez le monde, vous l'embrassez. Pierre Arditi, est-ce que finalement, Oui. quand vous jouez un rôle dans un film ou dans une pièce de théâtre, n'est-ce pas une lucarne sur le monde pour pouvoir le dénoncer parfois ou pour pouvoir le... Parfois le dénoncer, oui. Parfois l'aimer et le partager. Parfois, encore une fois, le réinventer pour faire rêver. Il n'y a pas de... Dans ce métier, il n'y a pas de règles, mais il faut les connaître. Oui. Voilà, comme dit l'autre. Donc, bien sûr, oui, on peut. Il y a mille manières de dénoncer le monde. Pas forcément d'ailleurs en jouant la comédie, mais quelquefois, oui, sur certaines pièces, il m'est arrivé de. Quand je jouais Puntilla et son ballet Mati de Bertolt Brecht, il y a une manière de dénoncer une partie du monde que certains s'accaparent Oui. aux dépens d'autres qui n'auraient rien. Bien sûr que oui, naturellement. Mais, comment dire, il peut y avoir du militantisme pour avoir envie de défendre des causes auxquelles on est attaché, par exemple. C'est ça. Mais encore une fois, ça n'est pas une obligation. Il y a des pièces ou des films qui sont simplement des pièces ou des films qui incitent au rêve, à l'imaginaire, à l'émotion, au sentiment, à la distraction, à la curiosité, qui ne sont pas forcément... C'est aussi militant. Oui. On peut aussi proposer simplement le plaisir et l'éblouissement des enfants quand on voit quelque chose. C'est militant. Voltaire disait « J'ai décidé d'être heureux parce qu'il paraît que c'est bon pour la santé ». Bon, eh ben, je suis d'accord avec ça. On peut essayer de rendre les gens heureux parce que ce sera bon pour leur santé. Oui. Pas seulement militant. Militant, bien sûr, quand il le faut. Quand il faut résister, on résiste. Oui. Mais il y a ce que Jean-Michel Ribes appelle le rire de résistance. Eh bien, c'est fondamental, le rire de résistance. Il y a une manière de rire qui est à la fois militante et en même temps distrayante. Oui. C'est pas une punition, l'art dramatique. C'est ce qu'a écrit Bergson dans son grand ouvrage Le Rire, c'est sa thèse de doctorat. Il a souligné que le rire, et plus particulièrement dans des moments à la fois de douleur, etc., permettait aussi une respiration. Permettait de respirer. Oui, ça peut être un écho de libération. C'est par ça, exemple, voilà. de libération. C'est un écho de libération. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Physique même, et puis qui peut momentanément, en tout cas, effacer un certain nombre de choses qui seraient plus douloureuses. C'est très important. Mais c'est militant, le rire. C'est pour ça qu'on ne doit pas le mépriser. En préparant cette interview, je suis tombé sur cette citation de Sissi Spacek. Sissi Spacek. Oui, Spacek, Oui, qui c'est l'actrice souligne, qui a joué avec Brian De Palma. Ouais. c'est ça, et qui souligne être un acteur, ce n'est pas interpréter, c'est reproduire l'essence d'un être humain. Pierre Arditi, quelle est votre essence? J'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. J'en ai plusieurs, grâce à Dieu. Est-ce que oui, sans doute, je reproduis l'essence d'un certain nombre d'êtres humains. Je suis là pour ça. Mais encore une fois, Sissi Spacek ne parle pas d'incarnation et elle a tort. Parce que reproduire un être humain sans qu'on soit soi-même aller chercher un matériau qui est à l'intérieur de soi pour le mettre au service de cet autre, c'est faire du carton-pâte. Moi, je ne fais pas de photocopie. Quand j'incarne, je suis. Alors, peut-être il ne faut pas faire comme ça, j'en sais rien. Apparemment, ça ne m'a pas trop mal réussi. Je crois que c'est pas reproduire un être humain. C'est en devenir un qui n'est pas forcément soi. Voilà. Alors, moi, encore une fois, je ne crois pas au dédoublement de l'acteur. Quand j'incarne un personnage, je ne suis pas entièrement ce personnage. J'ai été chercher chez moi une partie de ce qui peut le nourrir, et donc je suis en terrain familier, si je veux dire. Voilà. Après, les 1001 aventures de Pierre Arditi, tout le monde s'en fout et on a bien raison. C'est pas le problème, c'est pas ça mon métier. Mon métier, c'est d'avoir, une estime suffisante de moi, ce qui, comme vous pourrez le constater, est là. Bon. Parce que je suis narcissique et c'est comme ça. Puisqu'on parlait de Jouvet, Jouvet disait toujours que quand on a envie d'être acteur, d'abord pour être vu, reconnu et aimé par les autres, c'est tout à fait normal. Il a raison. Si ça ne reste que ça, ça ne devient pas grand-chose.
Mais ça commence par ça, et donc c'est Oui. tout à fait normal. Donc moi, mon point d'honneur, c'est que ce que je contiens, personnellement, soit suffisamment riche pour incarner un autre qu'apparemment je ne contiendrai pas. Excellent. Pierre, vous êtes un très grand homme de la culture. Ah, Très grand homme de la culture, au niveau du cinéma, du théâtre, etc. Quelle définition donnez-vous de la culture aujourd'hui? La culture, c'est ce qui permet aux hommes de s'emparer du monde. Voilà, c'est pas moi qui disais ça, c'est Marx. Et il n'y a pas de meilleure définition. La culture, c'est ce qui permet aux hommes de s'emparer du monde et d'en faire quelque chose de plus intéressant ou de moins cruel que ce qu'apparemment ils pourraient proposer. C'est tout. Il n'y a pas d'autre définition. Supprimer la culture, penser que la culture n'est pas indispensable, et vous devenez non seulement des crétins, des incultes, mais vous devenez aussi des êtres humains peu attachants et peu fréquentables. Et pourquoi en avons-nous autant besoin? Je dirais peut-être plus que jamais, parce que je passe ma vie à m'occuper d'étudiants, et ils ont une autre culture, ce qui est toujours là. Elle Oui. s'épanouit, elle grandit, elle progresse. Oui, chacun a la culture qui décide. Il n'y a pas la culture qui serait ça, et puis ce serait pas ça ou ça ou ça. Ça permet tout. Moi, j'ai toujours été frappé, c'est marrant parce que j'aime bien les étudiants, mais j'ai toujours trouvé, enfin souvent trouvé en tout cas, pour les avoir fréquentés, je les trouve pas très curieux du monde autour. Alors peut-être qu'ils sont trop préoccupés par leur propre destin, leur propre sort, et que par conséquent ils n'ont pas trop de temps pour ça, mais ils ont tort parce que c'est aussi cette curiosité du monde autour qui finit par faire ce que vous devez être. Et j'ai été toujours un peu frappé par ça. Ils n'allaient pas au théâtre, ils lisent pas. Alors bon, je fais c'est comment dire, c'est caricatural ce que je raconte. Mais et puis je reparle de ça il y a très longtemps, quand moi-même j'étais plus jeune. Et je voyais, ils étaient au fond à cette époque-là pas très emballant. Mais Oui, bon, c'est ça. je parle de ça il y a tellement longtemps qu'il n'y a pas de raison que ça soit. Voilà. Et quel regard avez-vous sur la jeunesse aujourd'hui, sur le monde Écoutez, le d'aujourd'hui? regard que j'ai sur la jeunesse d'aujourd'hui, j'espère qu'elle va être capable de transformer un certain nombre de choses de ce monde dans lequel nous vivons et qui ne m'emballent pas, personnellement. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets l'initiale d'avoir choisi mon métier, parce que ça me permet de m'évader d'une société qui est, encore une fois, qui ne m'emballe pas énormément. J'ai connu des périodes plus intéressantes, plus fascinantes, plus joyeuses et plus créatrices, quoi. Là, on est un peu dans... Ça m'emballe pas, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, c'est un vieux con, naturellement. Voilà, ce qui était avant était mieux. C'était pas mal avant, oui, c'est vrai. Et je suis personnellement prêt à combattre une société qui fabrique des générations qui finiront par prendre un spot publicitaire pour une tragédie de Racine. Oui. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Voilà. Donc, créer des générations de gens peu attachants. Alors, on résume ça par des de bobos, tout ça, c'est des expressions stupides, ça ne veut rien dire. Mais il y a toujours des gens attachants dans toutes les sociétés. Grâce à Dieu, j'en connais, j'ai des amis qui le sont profondément, bien plus que moi même. Mais Vous croyez en Dieu? non, mais j'en suis pas sûr. C'est la question que j'allais vous poser. Vous passez beaucoup de temps à douter? Ne pas en être sûr et se douter? Je suis, disons, un athée mystique, si vous préférez que je vous réponde comme ça. Voilà. Un athée mystique? Oui, je suis un athée mystique. Oui. Vous voyez, vous doutez. Je ne crois pas à une autre vie, leur venue. J'y crois pour les miens. Oui. J'ai toujours la sensation que je rencontrerai de nouveau un jour mon père et ma mère, par exemple. À un coin de rue, ils me feront un signe. Alors, ça n'est pas arrivé, mais au fond, Dieu seul sait si j'ai pu enterrer mon père et ma mère quand je jouais ou que j'incarnais justement des personnages dont les âmes devaient se déchirer. Dans ces cas-là, il suffit d'appuyer sur le bouton de papa ou de maman et ça se déchire tout seul. Donc c'est ma manière à moi de leur faire savoir où qu'ils soient, à quel point ils sont dans ma vie et
qui ne la quitteront jamais. Est-ce qu'ils le voient? Est-ce qu'ils ne le voient pas? Est-ce que c'est moi qui me rassure comme ça? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Encore une fois, je crois que ceux que j'aime ne disparaîtront pas, ce qui pour le moment est faux. Et pour moi, je sais que je disparaîtrai. Et que... Mais c'est pas, je n'ai pas peur de la mort. Ça m'embête, comme dirait Proust. Ça m'embête, la mort. Mais j'en ai pas peur. Il n'y a aucune raison que j'y échappe. Je vais, comme tout le monde, disparaître. Voilà. Alors, je vais disparaître. C'est pas agréable. Mais je voudrais bien continuer. Ce qui est le plus désagréable, d'ailleurs, c'est de savoir que ça va continuer sans moi. C'est ça l'histoire. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis comme tout le monde. Dans ces cas-là, je n'ai pas la recette. Est-ce que dans le quotidien de votre vie, oui. vous doutez face au Oui, enfin, je me pose des questions. Douter, j'en sais rien. Je m'interroge. Je m'interroge. Voilà, je m'interroge. Je n'ai pas ce qui est négatif. Je ne suis pas dans le déni. Je réfléchis, je m'interroge. J'ai des opinions qui, d'ailleurs, parfois varient. Qu'au bout de 10, 15, 20, 30 ans, je balaie d'un revers de main parce que finalement je m'étais trompé, mais c'est très bien. Il faut se tromper. Se tromper, ça veut dire qu'on a essayé des choses. Après, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ce qu'il fallait. Ben, c'est pas grave. On rectifie tant qu'on a le temps, tant qu'on peut le faire. Après, et avec toute la carrière que vous avez eue, oui. Êtes-vous heureux? Est-ce que j'ai l'air malheureux? Non. Eh ben voilà. Je vous ai répondu. Excellent. Pierre Arti, ma dernière question. L'interview s'achève. Ma dernière question. À tous les milliers d'étudiants qui vous regardent, quel message d'espérance pouvez-vous leur apporter? Mais je n'ai pas de message, je vous l'ai dit, pour les messages, il faut s'adresser à la poste. Je ne m'adresse pas aux étudiants. En plus, après ce que je viens d'asséner sur les étudiants, ce ne serait pas aimable. Non, mais comment dire, c'est toujours merveilleux de voir la jeunesse. Après, qu'elle soit flamboyante ou décevante, moi aussi j'ai dû être flamboyant à une certaine époque et décevant à une autre. Je suis comme tout le monde. Bon. J'en sais rien. Le message, c'est pas un message, c'est un conseil. Et encore, un conseil. Je suis comme Oscar Wilde, il n'est pas raisonnable de donner un conseil. Et quand on donne un bon conseil, alors ça, c'est même un crime. Voilà, bon, pour employer l'humour de Wilde. Non, la seule chose, c'est de se battre becs et ongles pour être ce qu'on a décidé qu'on serait. Voilà. Ça, c'est capital. Ne pas s'abandonner soi-même et se vouloir du bien avant de vouloir du... Quand on se veut du bien, on peut aussi vouloir du bien aux autres. Si vous vous mésestimez, vous ne pouvez rendre personne heureux, à commencer par vous. Les amis, battez-vous, comme vient de nous dire notre ami Pierre Arditi. Pierre, merci de m'avoir reçu. Merci infiniment pour vos paroles de sagesse et la profondeur de votre réflexion. Je suis si vieux que ça. Non. Et permettez-moi de terminer par une citation qui, à mon sens, vous caractérise beaucoup, de Michel Piccoli. Ah, c'est un de mes dieux. Qui souligne « Si l'on n'épouse pas les questions, les doutes et les dehors de la société, pas la peine d'être acteur. » Pas la peine de vivre, surtout. Pas la peine de vivre. Oui. Et vous incarnez tout ça, vous êtes un immense acteur. Merci à vous. Infiniment. Merci beaucoup. Et les amis, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine émission d'interview philosophique et anthropologique. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Ciao. Merci infiniment. Merci beaucoup.